Le débat de France 24, il est consacré aujourd'hui à la situation à Gaza, au lendemain du jour le plus meurtrier depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Plus de 100 personnes sont mortes dans les bombardements israéliens selon la défense civile de Gaza. Israël a depuis annoncé un retour au cessez-le-feu. Alors ce genre de scénario est-il amené à se répéter? Benyamin Netanyahou reprend-il un peu de distance par rapport à Donald Trump? Quid dans tout ça du Hamas? Ces questions et bien d'autres, on va tenter d'y répondre avec nos invités. Je vous les présente. Bonjour, Georges Malbruno. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour Le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Face à vous, Rina Bassiste, bonjour. Bonsoir. Rédactrice pour Al Monitor, correspondante également pour la radio israélienne Cannes. Je salue également Asni Abidi, bonjour. Bonjour. Directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci à vous trois d'être là. Avant de vous donner la parole, les images, les faits, c'est important. C'est avec Arnaud Miguet. Au petit matin, de la fumée s'élève encore dans le ciel de Gaza. Alors que les Gazaouis, ici nombreux, pleurent et commencent à enterrer leurs morts. Après une nuit de bombardements israéliens, moins de 3 semaines après le début du cessez-le-feu. À chaque minute, à chaque instant, la trêve est rompue. Alors nous disons au monde, ça suffit. Gaza doit vivre comme tout le monde. Plus de 250 blessés et une centaine de morts, adultes et enfants, selon la défense civile du Hamas. Ma fille et ses jeunes enfants dormaient lorsqu'ils ont été touchés et tués par 2 missiles. Pas une ville de Gaza n'a été épargnée par l'aviation israélienne, du nord au sud du petit territoire palestinien. Officiellement, l'armée ciblant des chefs du Hamas et des infrastructures de l'organisation, mais beaucoup de bâtiments civils ont été touchés. Quelqu'un m'entend? Il y a des blessés? Nos équipes de la protection civile ici à Khan Younes ont reçu beaucoup d'appels. Le premier concernait une voiture et puis l'appartement d'une famille qui a été touché. Pourquoi ces nouvelles frappes? Car le Hamas aurait violé le cessez-le-feu selon Israël, tuant hier un soldat, ce que dément le groupe palestinien. Et parce que les 13 derniers corps d'otages à Gaza ne sont toujours pas rendus à leurs familles. Cette dépouille aurait dû être remise à l'État hébreu hier soir, mais le Hamas a fait marche arrière. Pour le président américain, l'accord de paix tient toujours. Ils ont eu raison de bombarder. Le cessez-le-feu est remis en question? Non, rien ne va le remettre en question. Ce matin, vers 9h, le gouvernement israélien a ordonné l'arrêt des bombardements et la reprise de la trêve à Gaza. Ces violations du cessez-le-feu, elles sont ponctuelles ou elles sont amenées à se répéter selon vous? Petit tour de table pour commencer, Georges Malbruno. Elle pourrait se répéter, même si de part et d'autre, on l'a entendu, Khalil al-Hayya, le principal négociateur du Hamas, a dit que pour lui la guerre était finie. Et côté israélien, sous la pression aussi notamment de Donald Trump, on a le sentiment que cet épisode guerrier pourrait être terminé. Mais comme il y a, on l'a évoqué, la restitution des corps, on a le sentiment que le Hamas, quand même s'il a des difficultés probablement logistiques pour localiser les dépouilles, finasse un petit peu. Donc il y a eu l'attaque effectivement contre un soldat israélien. Le Qatar, qui est médiateur, a dit clairement que c'est une violation par le Hamas. Et côté israélien, il y a eu cette tentation de riposter avec toute la fermeté qui a été exposée, quand même plus de 100 morts. 100 morts, c'est énorme. Donc voilà. Mais effectivement, je pense que c'est de part et d'autre, on a envie d'aller de l'avant. Simplement, on en reparlera. La première étape n'ayant pas encore été terminée, on rentre dans les étapes les plus difficiles, comme on le redoutait il y a 3 semaines lorsque ce plan a été adopté. Avant d'entrer dans les détails, même question, violation ponctuelle amenée à se répéter selon vous, Asni Abidi? Dans l'esprit des Israéliens et des Américains, il n'a jamais été question d'un cessez-le-feu traditionnel. C'est-à-dire que les Israéliens gardent la main sur les opérations militaires. Ils peuvent répondre quand ils veulent, soit pour des raisons avérées ou non avérées, et violer le cessez-le-feu. C'est-à-dire que la violation qui a été faite, on ne sait pas, le Hamas a démenti sa responsabilité, peut-être par un autre groupe, finalement n'exigeait pas la mort de 100 personnes, dont 34 enfants. Ce n'est pas comme ça qu'on répond, en tout cas, à une violation, certes, de ce cessez-le-feu. Deuxième élément, on va vers une configuration à la libanaise, c'est-à-dire que les Israéliens ils veulent reproduire ce qui se passe au Liban, un cessez-le-feu, c'est vrai, officiellement. Il tient un peu au trou. Mais absolument. Mais en fait, Israël intervient quand il estime qu'il était nécessaire d'intervenir. Rina Bassiste.
Oui, je suis d'accord avec ce que Georges Marbrunot a dit tout à l'heure. On est dans la première phase de cet accord. Les Américains ils mettent beaucoup de pression pour qu'on avance vers la deuxième phase. La reconstitution de la bande de Gaza, le désarmement de Hamas, et la mise en place d'un gouvernement technocrate. Mais on ne va pas y arriver à cette deuxième phase, tant d'abord côté israélien, que les 13 corps des otages ne sont pas rendus. Et là, il y a une incompréhension, disons ça, côté israélien, parce que au lieu de rendre tous les corps le 12 octobre, le même moment où les otages vivants étaient rendus, Hamas prend son temps. Donc, est-ce que Hamas fait exprès ou est-ce que vraiment il y a un problème technique de récupérer les corps? L'estimation israélienne est que même s'il y a des problèmes à retrouver certaines dépouilles, Hamas sait où il y a au moins 8 entre les 13 qui restent. Et notamment, même Hamas a dit ces derniers jours qu'ils ont retrouvé des corps. Ils ont aussi essayé de rendre, disons, de dire qu'ils étaient en train de rendre un de ces 13 corps. Et en fait, ils ont rendu des restes humains qui appartenaient à un dont la dépouille avait déjà été récupérée. Voilà, donc là, côté israélien, on s'est dit qu'il y a les mauvaises foi quand même. Est-ce que Hamas veut vraiment avancer vers la deuxième phase? Il y a ça d'abord. Et il y a aussi ces violations sur lesquelles, il faut dire, Israël a répondu avec beaucoup de force. Donc on est dans une sorte de cycle vicieux. Tant que Hamas continue à violer, Israël va continuer à riposter. Et tant que Hamas ne rend pas les corps, Israël va considérer qu'on ne peut pas avancer vers la deuxième phase. Alors c'est l'une des grandes questions, évidemment, retrouver ces dépouilles. On a vu ces secouristes égyptiens fouiller le sol gazaoui. Réelle difficulté logistique. Le Hamas fait traîner les choses. C'est l'une des questions, évidemment, aujourd'hui. C'est difficile de répondre. Je pense qu'il y a un peu des deux. Comme ça a été dit, on a le sentiment que le Hamas, lors d'une restitution incomplète, a financé. Il y a probablement aussi des difficultés à localiser exactement, même si quand même, je pense que, hélas, l'histoire de ce conflit nous apprend que c'est pas la première fois que le Hamas a déjà détenu des corps, etc. Et ils savent l'importance que revêt la détention d'un corps, la restitution d'un corps. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, le Hamas... il a intérêt à faire traîner les choses. Le Hamas a intérêt à faire traîner les choses parce que on l'a vu déjà il y a 3 semaines, lorsque j'étais à Sharm el-Sheikh, lorsqu'il y avait le sommet avec Donald Trump. Donald Trump les a autorisés, vous vous souvenez, à se déployer pour combler le vide et assurer un peu l'ordre. Donc, effectivement, le Hamas, aujourd'hui, utilise cette espèce d'entre-deux entre la phase 1 qui n'est pas terminée et la phase 2 dans laquelle on n'est pas rentré pour montrer qu'on est là, qu'on est là, et plus les choses vont durer dans le temps, plus ce sera difficile justement d'aller vers le désarmement, etc. Donc je pense que le Hamas joue la montre, sachant qu'il a encore des hommes, on estime à une 25 000 hommes dont dispose le Hamas. Donc c'est ce qui est dangereux, c'est qu'on est dans cette espèce comme ça de phase intermédiaire où la phase 1 n'est pas terminée, on n'est pas rentré dans la phase 2, et pendant ce temps-là, le Hamas continue d'exercer son contrôle dans la bande de Gaza. Israël joue sur des clans dans la bande de Gaza qu'il contrôle, c'est-à-dire les 40% autour. Et donc, cette espèce d'entre-deux, c'est pour ça qu'il faut aller vite. Mais pour aller vite, il faut un mandat international de l'ONU à la force de stabilisation. Il faut s'entendre sur la composition du comité technique technocratique palestinien. Donc, voilà, on est dans une espèce de vide comme ça qui est dangereux. Hasni Abidi, d'accord avec cette analyse, le Hamas, il joue la montre, selon vous ? On ne sait pas. Il n'est pas dans l'intérêt du Hamas de traîner les pieds. C'est pas possible. Le communiqué, d'ailleurs, qui a été tout de suite publié par le Hamas pour dire que nous ne sommes pas responsables de la violation. On sait qu'il y a 4 groupes, justement, qui se disputent la même zone. Ça, c'est un élément important. Aussi, on sait qu'il y a une grande partie des dépouilles se trouve côté nord, là où il y a une présence plutôt israélienne très, très importante. Et deuxième élément, le communiqué du gouvernement
gouvernement israélien. C'est-à-dire qu'on avait deux temps. Le premier temps, on parle d'une réponse à une violation. Le deuxième communiqué qui dit le gouvernement israélien a ciblé des dizaines de hauts chefs du Hamas. Donc ça veut dire qu'en fait, on avait un alibi qui s'est présenté, cette violation de cessez-le-feu, après avoir ramassé des informations importantes pour liquider des responsables du Hamas. Dernier élément qui est à mon avis important, la violation d'un cessez-le-feu, c'est pas seulement une violation militaire. Le passage de Rafah n'a pas été encore ouvert, il n'est pas ouvert, alors que justement l'accord stipule l'ouverture du Rafah. On est à peu près entre 7 et 10% finalement de l'aide humanitaire. Il y a énormément d'aide humanitaire qui attendent. Et les Nations Unies et les grandes organisations, ils disent, nous sommes prêts, mais on ne peut pas justement rentrer. Donc vous avez aussi certaines questions qui font que l'accord de cessez-le-feu n'est pas respecté. Benjamin Netanyahu a voulu tester finalement la capacité de cet accord de résister. Il testait aussi Donald Trump. Et on a bien vu que les deux sont sur la même longueur d'onde. Et Netanyahou ne veut pas être perçu comme un homme sous influence américaine ou que finalement Israël a perdu la main à Gaza depuis l'entrée en force de l'administration américaine. Et c'est pourquoi il a réactivé finalement ses frappes israéliennes, hélas contre une grande partie aussi de civils, pour montrer que rien n'est terminé. Quand vous avez le chef d'état-major qui dit la guerre n'est pas finie, et vous avez le vice-président américain, J.D. Vance, et le président américain qui dit la guerre est finie, ça veut dire qu'il y a un cafouillage entre les deux. Benjamin Netanyahou, il envoie aussi un message à Donald Trump avec ces bombardements, selon vous? S'il envoie un message, a priori, le président américain est sur la même ligne, parce que le président américain, justement, a justifié la dernière frappe, disant que oui, s'il y a une violation côté Hamas, Israël a le droit de riposter. Donc là, plutôt, on dirait que les deux sont coordonnés. Il y avait justement aujourd'hui, le Premier ministre israélien a visité ce centre dans le sud d'Israël, à côté de la bande de Gaza. C'est ce centre de coordination américain à Kiryat Gat, montrant à côté du chef de CENTCOM, de la force américaine, le général Brad Cooper. Donc, on dirait qu'il y a maintenant une volonté, justement, de deux côtés, Israël et les États-Unis, de montrer que les deux pays travaillent ensemble. Je crois que c'est l'intérêt des deux côtés, même si les Américains, avec toutes les visites qui étaient mentionnées, bien sûr, ils essayent de forcer la main à Benjamin Netanyahou, mais je crois que même à Washington, ils sont conscients qu'ils peuvent forcer la main jusqu'à un certain moment. On a vu avec les ripostes. Et on sait qu'il faut jouer ce jeu-là où les deux sont soi-disant coordonnés, les deux avancent ensemble justement pour arriver à cette deuxième phase. Il risque la crédibilité. C'est pour ça d'abord, on l'a attendu. Le timing est très important. Benjamin Netanyahou frappe au moment où Donald Trump dort. Donc, c'est pour ça on attendait des réactions. Il y avait la réaction, la première, c'est le vice-président américain, mais il fallait attendre d'abord le réveil de Donald Trump pour voir comment il va réagir. Évidemment, il a confirmé, et en disant qu'Israël avait le droit de riposter. Mais en même temps, on sait très bien que les Qataris, les médiateurs ont certainement aussi bougé. Les premiers sont les Turcs qui ont communiqué, et Donald Trump ne veut pas justement dire que le cessez-le-feu ne tient plus, parce qu'il joue sa crédibilité. Lui-même avait déclaré que la guerre est terminée, donc il a aussi œuvré dans ce sens-là pour dire qu'il ne s'agit qu'un épisode et que le cessez-le-feu, c'est-à-dire le principe d'un cessez-le-feu tient toujours, parce que sinon, ça veut dire que le président américain, sa parole n'est pas écoutée, et pire encore, la parole des médiateurs. Vous avez des responsables, 30 chefs d'État, les rois présents à Sharm el-Sheikh qui s'engagent et qui signent, et que finalement, là, le cessez-le-feu est rompu avec plus de 100 morts. Donc ça veut dire c'est la première entorse, je veux dire violation sérieuse de ce cessez-le-feu. Elle n'est pas très étonnante, cette réaction de Donald Trump. Pour le président américain, l'important, c'est de ne pas perdre la face après ce succès présenté au monde entier. Oui, non, c'est pas très surprenant. Simplement, ce qu'on peut se poser comme question, c'est quelle est la finalité, finalement, l'objectif final à la fois d'Israël et des États-Unis. Il y a quelques semaines, il y a 15 jours de cela, il y a eu une série de déclarations, d'abord américaines et ensuite israéliennes, mais surtout américaines, qui ont dit
pour l'avenir, justement. On va concentrer, justement, la deuxième phase, ou en tout cas la phase de reconstruction dans cette zone toujours occupée par Israël dans la bande de Gaza, la fameuse buffer zone, là, les 40%. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une division comme ça. On va commencer de reconstruire dans cette zone-là, et l'objectif non avoué est de dire, eh bien comme ça, la zone sur laquelle le Hamas est toujours en contrôle, eh bien on va pousser les habitants à venir dans la zone qui est sous le contrôle israélien. Est-ce que c'est ça le but de l'opération finale? Je n'en sais rien. Les Américains ont dit, en citant les Israéliens n'avaient pas affiché l'envie de contrôler éternellement la bande de Gaza, mais enfin, je crois que ça c'est très important parce que là, on voit se dessiner effectivement, il y a cette bande de Gaza où il y a déjà des clans qui travaillent pour eux, donc on va intensifier la reconstruction là-bas, et comme ça, on va diviser les Palestiniens, les Gazaouis, dire, regardez, venez chez nous, là vous avez la sécurité. Ça ne marchera pas parce que justement, ils ne seront pas chez eux, mais ça fait partie des interrogations qui existent aujourd'hui. Et il y a aussi, je crois, sur l'avenir justement de cette reconstruction, mais même pas physique, parce qu'on en est encore loin, mais politique. Je crois que le Hamas essaie, c'est pour ça que je disais qu'ils ont tendance à gagner un peu de temps, parce que ils savent que maintenant qu'il y a la représentation palestinienne qui se réunit au Caire, toutes les factions, etc., eh bien eux sont à l'intérieur, acceptent de céder le contrôle de la bande de Gaza, mais ne veulent pas céder leurs armes uniquement dans le cadre d'un règlement définitif, donc on en est encore loin, mais en revanche, on voit qu'ils essaient d'obtenir une espèce de front commun palestinien autour de leur position. C'est pour ça que je crois qu'ils ont intérêt à montrer qu'ils sont encore là à Gaza pour peser en interne côté palestinien sur ces discussions qui ont lieu et qui devraient dessiner justement l'avenir de la bande de Gaza, en tout cas politiquement. Et on prend tout de suite la direction de Washington, où nous y attend William Lawrence. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien diplomate américain, professeur de sciences politiques et d'affaires internationales à l'American Washington University. Avec ce dossier, évidemment, Donald Trump, il joue gros. C'est l'un de ses plus gros succès diplomatiques, en tout cas le plus gros de son second mandat. Oui, mais d'autres, là, et ils ont raison que n'ont même pas négocié les termes de base. Et c'est intéressant. Et nous avons malheureusement quelques soucis à vous entendre. On va tenter de rétablir la connexion. Cessez-le-feu, on l'a dit, célébré en grande pompe par Donald Trump en Égypte. Est-ce que les pays arabes, évidemment, ils jouent un rôle important? On sait quelle pression ils sont en train d'exercer actuellement sur le Hamas? Oui, d'abord, ils ont une mission importante. Ce sont eux qui ont exercé une pression sur la direction politique du Hamas établie au Qatar pour accepter ce plan. Le Qatar, et bien sûr, l'Égypte. Les Qatar, l'Égypte et la Turquie. Avec la Turquie également, qui joue un rôle de plus en plus important. Rôle très important. Et le premier, d'ailleurs, aujourd'hui, le Premier ministre qatari avait déclaré que justement ce cessez-le-feu n'était pas une bonne chose. Et il s'attend à ce que le cessez-le-feu tienne malgré les violations de cet après-midi. Bien sûr, Israéliens et le Hamas tiennent à ce cessez-le-feu. Il est très important. Il y a un épuisement à Gaza et le Hamas joue au gros justement de ce qui lui reste. Mais au-delà de cette question, vous savez, le cessez-le-feu, c'est la première étape de ce plan de 3 étapes. Donc c'est l'étape qui est moins clivante, sur laquelle il y avait un consensus. Donc si cette première étape, qui a eu le consensus de toutes les parties, a de la peine à tenir, que dire de la deuxième et la troisième, où on va rentrer dans le dur. C'est une mauvaise augure pour la suite. C'est une mauvaise augure, bien sûr. Vous ne pouvez pas passer à la deuxième et la troisième si le cessez-le-feu ne tient pas. Il faut rappeler la deuxième, c'est le désarmement du Hamas, en passant par cette force d'interposition et en même temps en parallèle avec un gouvernement de technocrates, puisque le Hamas accepte de désarmer, mais en donnant ses armes à une autorité palestinienne, qu'elle soit proche du Fatah ou non. Donc c'est-à-dire que les deux, et bien sûr ce qu'on appelle le jour d'après, c'est-à-dire la gouvernance de Gaza, cette première étape, elle est importante. Si les Américains et les Israéliens et les médiateurs arabes
justement, ne reviennent pas à une certaine maîtrise de la situation et conserver le cessez-le-feu, il est très difficile de passer à la deuxième et la troisième étape. Et dernier élément, le Hamas, il voit les choses, le Hamas se dit aujourd'hui, nous avons livré les otages, même Donald Trump avait reconnu la difficulté de trouver les dépouilles des otages. Aujourd'hui, on nous attaque avec un nombre élevé, un bilan très élevé de morts. Alors demain, quand on donnera toutes les dépouilles, qu'est-ce qui va nous arriver? Demain, quand on donnera nos armes, quand on désarmera, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous manger tout cru. Ils vont occuper ce qui reste, puisqu'Israël occupe aujourd'hui 58% de Gaza. Donc finalement, ce sont des messages qui sont très mauvais, et je dirais même dévastateurs pour la suite de ce plan de paix. D'accord avec cette analyse, la suite de ce plan de paix est d'ores et déjà compromise par les difficultés rencontrées lors de cette phase 1 et ces dépouilles qui ne reviennent pas en Israël? Non, je suis d'accord avec quelques éléments. D'abord, bien sûr, les dépouilles, c'est la dernière carte qui restait pour le Hamas. Donc, même si on estime qu'ils savent, en tout cas, où sont une partie des dépouilles, ils prennent leur temps parce que pour eux, rien n'est presse. Et ils jouent la montre, ça joue de leur côté. On l'a dit tout à l'heure. Sur cet angle. Et il y a aussi d'autres éléments qui sont inquiétants. Il y a d'abord les exécutions de Hamas qui ont exécuté des rivaux, des chefs des clans rivales. On en a parlé sur justement ces dernières semaines. Oui, donc là, on se demande, est-ce que Hamas vraiment est d'accord avec cette deuxième phase tous les pays qui ont arrivé à Sharm el-Sheikh étaient d'accord que Hamas ne peut plus faire partie de la gouvernance de la bande de Gaza. Hamas a soi-disant accepté ça, mais là, il y a ces éléments qui mettent ça en question. Donc, les exécutions, il y a aussi la façon dont Hamas se comporte ces dernières semaines. Ils sont dans les marchés, ils font la police. Ce n'est pas du tout une conduite d'une organisation qui commence à se mettre en retrait. Donc, il y a tous ces éléments qui mettent en question la volonté de Hamas, justement, d'entrer dans les deuxièmes phases. Et bien sûr, côté israélien, le retrait complet de l'armée israélienne va dépendre, en fait, des garanties sécuritaires. Il faudra qu'Israël voit qu'effectivement, il y a cette force internationale de stabilisation qui peuvent contrôler le désarmement de Hamas. Comment ça va se faire? Ça fait maintenant plus que 2 semaines et on n'a pas encore la résolution des conseils de sécurité de l'ONU. On peut se demander pourquoi il n'y a pas encore ces mandats, puisque les acteurs, les Américains, aussi les Français et d'autres acteurs disent on ne peut pas vraiment mettre cette force en place avant cette résolution, avant les mandats. Et donc là, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment dans les mains des Israéliens, qui dépendent de la communauté internationale. Et on ne sait pas pourquoi ça prend si longtemps. Il y a un paradoxe parce que le Hamas a été défait, militairement il est disloqué, etc. Il a été défait même aussi politiquement, à Gaza en tout cas, il est discrédité. Mais pour ajouter à ce que vous disiez, c'est quand même Donald Trump qui leur a autorisé à aller faire la police. Vous vous souvenez, quand il est allé à Sharm el-Sheikh, il a dit « on donne l'autorisation à Hamas temporairement ». Ça, c'est le premier élément. Donc vous imaginez un petit peu comment c'est reçu par le Hamas. Deuxièmement, le Hamas négocie directement. Khalil al-Hayya et ses amis négocient directement avec Steve Witkoff, Jared Kushner, etc., avec les émissaires américains. Donc, pour une organisation dont on avait annoncé la mort il y a 2 ans, etc. Aujourd'hui, donc, vous voulez, le Hamas était effectivement à la fois affaibli, mais ils tiennent toujours le manche, si je puis dire, et avec un niveau de représentation. Et encore une fois, quand vous avez Trump qui dit « vous pouvez aller faire la police temporairement » et que vous négociez directement avec son gendre et avec son émissaire, ça ne va pas les inciter à, je dirais, baisser pavillon. Avant de continuer sur le Hamas, évidemment plein de choses à dire encore. On repart à Washington. William Laurence, est-ce que vous m'entendez correctement cette fois-ci? Oui, je vous entends bien. On le disait sur ce dossier-là, sur ce succès diplomatique qui est présenté au monde entier par Donald Trump, le président américain, il joue gros évidemment. Oui, absolument, mais il faut comprendre que personne n'a rien signé, sauf Israël et Hamas. Ils ont signé les premiers 5 points, les 6 points le 8 octobre. Et les 49 pays dont on parle, qui soutiennent le plan, ils n'ont rien signé, qui n'ont rien organisé, ils n'ont rien
mis en place. Donc, il y a tout à négocier, comme vos autres invités ont dit. Donc, pour le moment, ce qu'on a, c'est on a Trump qui essaie de bouleverser tout le monde, de pousser les Israéliens, de pousser Hamas à faire la paix sans vraiment rentrer dans les détails. Quand je parle avec les gens proches aux négociations, je vois de plus en plus que Witkoff et Kushner visent surtout sur tout ce qui est économie et pas le reste. Et c'est J.D. Vance qui joue un rôle de plus en plus grand sur le plan de comment organiser la force de stabilisation. Et pour moi, si ça va marcher, même juste à moitié, il faudra que la force de stabilisation internationale avec les Indonésiens, Azerbaïdjan, peut-être les Égyptiens et d'autres, rentre en place le plus tôt possible. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire le reste, faire travailler un gouvernement de technocrates, faire reculer les forces israéliennes, faire désarmer les forces de Hamas. Mais la force de stabilisation n'est même pas encore organisée, mais pour moi, c'est la clé. C'est encore très flou, hein, cette force de stabilisation. C'est flou parce que vous avez entendu Israël, il a dit on veut avoir notre mot à dire. Les Américains ont dit, je crois que la citation c'était Israël ne veut pas de comment dirais-je de pays qui leur veulent du mal. Donc ça élimine notamment les Turcs. Hein. Or les Turcs sont très influents, mais Israël n'en veut pas. Donc il y a à la fois la composition, il y a le mandat, il y a ensuite voilà. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis il y a ce gouvernement technocratique de 14 représentants palestiniens de Gaza qui est en train d'être mis en place. On croit comprendre qu'il y en a quelques-uns qui ont été nommés, mais ça doit aussi être validé par Israël. Donc là, on est, comme ça a été dit tout à l'heure, on rentre vraiment dans le dur, parce que on négocie la fin d'une guerre et la mise en place d'une nouvelle autorité qui, pour certains, devrait être liée à l'autorité palestinienne, pas pour Israël. Le Hamas est encore là, militairement, et donc il va falloir trouver un moyen d'aller les désarmer. Donc il faudra un accord. Qui va les désarmer? Israël dit que ça ne peut pas être l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne et les pays, la France et d'autres disent l'autorité palestinienne devra avoir le lead dans cette affaire-là. Donc là, on est dans de la mécanique aujourd'hui très compliquée, parce qu'on est toujours dans une guerre avec aucune confiance de part et d'autre. Donc c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut réellement penser que cette force de stabilisation, elle arrive à désarmer le Hamas ? Oui, ce n'est pas impossible. Donc, il faut un accord. Le Hamas souhaite évidemment remettre ce qui lui reste comme arme à une autorité palestinienne, parce qu'il veut responsabiliser l'autre partie, qui est la partie palestinienne. Et ça, c'est un élément central. Mais encore une fois, la première étape, qui est cruciale, le cessez-le-feu, elle a été signée et négociée à la hâte. À la hâte, parce qu'il n'existe aucun mécanisme, par exemple, de contrôle. Un mécanisme qui intervient, par exemple, comme hier dans le cessez-le-feu, pour essayer de demander à toutes les parties de ne pas aller très vite et de ne pas, finalement, causer ce nombre très important de morts de part et d'autre, qui risque, finalement, de refroidir certains Palestiniens dans la bande de Gaza. Avec cette absence de mécanisme de confiance, de mécanisme de contrôle, il est très difficile d'envisager la suite. Moi, je ne la vois pas vraiment intervenir très rapidement. Tout l'objectif maintenant du président Donald Trump, et probablement aussi des partenaires, c'est conserver le cessez-le-feu. C'est garder le cessez-le-feu. C'est l'urgence la plus absolue. Il est difficile même d'envisager les étapes suivantes. Certes, oui, par exemple, les Français et les Égyptiens travaillent déjà, parce que c'est le mois prochain, une grande conférence au Caire en Égypte pour la reconstruction de Gaza, et avec des donateurs qui ont annoncé déjà leur disposition. Mais les annonceurs disent attention, nous on ne peut pas donner de l'argent s'il n'y a pas des garanties sur que le Hamas doit quitter Gaza, qu'il n'y aura pas d'avenir politique pour le Hamas. D'autres disent est-ce qu'il y aura aussi des garanties sur la question de la solution à deux États? Les Saoudiens disent que la question, par exemple, deux États, il faut que le gouvernement israélien arrête de construire de nouvelles
colonie en Cisjordanie. Il faut a priori, c'est mal parti. C'est mal parti parce que l'annexion, ce n'est pas une décision administrative. Elle est déjà en cours aujourd'hui. La continuité territoriale, elle est devenue presque impossible. Donc, dans ces conditions-là, il est très difficile, franchement, de parler sereinement du plan du président Trump. Et ce cessez-le-feu, il n'inclut pas la Cisjordanie. Finalement, aujourd'hui, en pointillé de nos conversations, ce sont toutes les failles de ce plan de paix américain. Et les failles, oui, mais le fait est qu'il y avait beaucoup de tentatives pour arriver à un cessez-le-feu. C'est seulement ce plan qui est arrivé. Donc, il faut prendre ce plan tant que tel. Et je crois que ce qui était unique avec ces plans, pourquoi ça a marché plus ou moins cette fois-ci, en tout cas, il y a un début de quelque chose, c'est parce que, contrairement aux autres tentatives, Washington, l'administration Trump, a en fait conçu ces plans, ces projets avec des pays arabes derrière. C'est pour ça qu'il y a un grand début de quelque chose qui pourra peut-être marcher. Maintenant, on est le 29 octobre. Hamas aurait dû rendre tous les otages vivants et morts les 12. Hamas, pour l'instant, traîne. Et donc là, on est en fait dans une situation où, au lieu d'avancer très vite, justement, pour forcer tous les côtés, y compris Israël, d'avancer vers la deuxième phase, Hamas, en fait, donne toutes les excuses pour ne pas y aller. Donc là, effectivement, il y a un problème. Maintenant, sur le désarmement de Hamas, je crois que l'idée qui est maintenant plus avancée, c'est pas que cette force internationale de stabilisation va directement désarmer Hamas, parce qu'on voit mal justement des soldats turcs ou des soldats qataris ou des soldats émiratis entrant en conflit avec des terroristes de Hamas, parce que ça risque d'y arriver. Si on regarde le comportement de cette organisation maintenant, ça risque à ne pas passer très pacifiquement, mais qu'il y aura quelques milliers justement de polices, si on veut utiliser ce mot, de polices palestiniens, des officiers de police palestiniens. Il ne faut pas les appeler autorités palestiniennes, parce que si on l'appelle autorité palestinienne, bien sûr que Netanyahou et sa coalition d'extrême droite ne sont pas d'accord. Il faudra donner un autre mot. Ce sera les Palestiniens même qui vont récupérer les armes de Hamas, et ce sera cette force internationale qui va surveiller que le processus arrive à sa fin. William Laurence, on vous retrouve à Washington. On parlait des défaillances, des failles du plan de paix américain. Ce n'est pas là la limite de l'approche transactionnelle qui est prônée par Donald Trump dans chaque dossier? Oui, et je suis un petit peu en désaccord avec ce qu'on vient de dire là, parce que c'est pas le plan qui était fort, c'est pas qu'il y avait des pays arabes derrière le plan. Qui a fait marcher ça, c'est Trump lui-même avec ses méthodes transactionnelles qui a poussé ça, même si personne n'était d'accord sur les détails. Même Erdogan a dit, les autres pays arabes ont dit, ce plan a plein de fautes, plein de faillites, mais il faudra arrêter le génocide, arrêter la guerre et renégocier le tout. Et en évidence de la faiblesse du plan, c'est le fait que tout de suite, on parlait des phases. Les phases, c'était des plans de Biden. C'était phase 1, phase 2, phase 3, avec presque le même contenu. Parce qu'on négociait ça depuis 2 ans. Ce qui a changé, c'est la personnalité de Trump, avec ses liaisons étroites avec les pays arabes, surtout de Golfe, qui a dit « Je vais faire ça, même si les gens ne sont pas d'accord sur les détails ». Et depuis là, il pousse. Et ça dépend presque uniquement des forces de Trump, que le cessez-le-feu continue. Et là, c'est très, très difficile, que tout dépend d'une personne qui, là, il passe une semaine en Asie, puis il a d'autres choses à faire. Et je crois que ça va dépendre de plus en plus de J.D. Vance, et je ne sais pas s'il a auteur, mais mes contacts arabes disent peut-être c'est le seul autour de Trump
qui est assez neutre sur ce qui se passe, tout ce qui se passe à propos d'Israël et qui essaie de comprendre la situation et les détails. Tandis que Witkoff, c'est plutôt un courrier qui livre le letter carrier, il livre le courrier et Witkoff et Kushner, ils se concentrent sur tout ce qui est économique et la reconstruction et ils s'en foutent plus ou moins des détails politiques et sécuritaires. Donc, pour moi, je ne vois pas de strength, de force dans ce plan. Ce que je vois, c'est beaucoup de faiblesses et des relations autour de Trump qui vont essayer de faire pousser ces choses, surtout en désaccord avec Netanyahou. Et là, je ne suis pas d'accord aussi avec l'autre invité là, qui parle que les Américains, les Israéliens travaillent ensemble. Là. Non, c'est clair que les Américains sont contre ce qu'ils ont dit sur West Bank. Ils sont contre ce que Netanyahu a dit sur les forces, le fait qu'ils ont le droit de vetoer les groupes de certains pays de participer. Et tout ça, le cessez-le-feu, été forcé par Trump. Et contre le gré de Netanyahou. Donc, pour ça, on est à peu près d'accord sur ce point. On le sait, pardonnez-moi, William Lawrence, que Donald Trump, il a tordu le bras de Benjamin Netanyahu, notamment après les frappes au Qatar. Il a donné un ordre, c'est ça la grande nouveauté, comme le dit notre ami américain. C'est la grande nouveauté, c'est qu'il a donné des ordres à la fois à Bibi, à Netanyahou et au Hamas. Il faut, je vais dire quelque chose d'un peu de cynique, mais il ne faut pas sous-estimer que et Netanyahou et le Hamas ont besoin l'un de l'autre. Netanyahou, s'il n'a pas le Hamas, dans quelle mesure, comme Netanyahou l'avait dit en 2019, je favorise le Hamas pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien représenté par l'autorité palestinienne. Et si le Hamas, il y a un retrait complet de l'armée israélienne à Gaza, le Hamas disparaît. Donc, divisé pour mieux régner, en quelque sorte. Oui, puis c'est toujours, vous savez, c'est depuis 1996, c'est ça. Il y a une espèce de jeu de courte échelle dont a été victime l'autorité palestinienne d'Arafat avant. On a intitulé ce débat un cycle sans fin. C'est votre sentiment également ? Non, mais je veux dire, c'est vrai que Donald Trump est contre l'annexion. Mais en fait, oui, il est contre verbalement. Pour quelle raison ? Théoriquement. Mais sur le terrain, elle est l'annexion. Oui, elle est en marche. Il est faux de dire aux téléspectateurs que, attention, Trump est contre l'annexion. Oui, il est contre l'annexion. Oui, il est contre. Il veut, en quelque sorte, que la Cisjordanie ne soit pas annexée. Mais sur le terrain, Benjamin Netanyahou, les ministres de l'extrême droite, ils vont droit vers, justement, cette annexion. Qu'elle va se faire étape par étape, jusqu'au jour où on arrivera où l'établissement d'un État palestinien est tout simplement impossible, puisqu'il n'y aura plus de territoire. C'est ça le danger numéro 1. Certes, il y a des divergences entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump, mais la réponse de Donald Trump, quand il y avait la violation, il a dit Israël a le droit, Benjamin Netanyahu a le droit. En quelque sorte, même pour les Palestiniens, et même le monde arabe, n'ose pas le dire, mais il n'est pas neutre, Donald Trump. C'est pas un médiateur neutre. Et il a une position qui est complètement alignée sur la position israélienne. C'est son droit. Donc, il est illusoire de croire finalement que Donald Trump va s'improviser comme un faiseur de paix. Il a proposé un deal, c'est vrai, il a le mérite finalement de le proposer pour mettre fin à ce bain de sang, pour permettre le retour de ces otages, de revenir chez eux, Israéliens, et épargner les civils palestiniens, justement, ce bain de sang. Mais la suite, non. Je dirais même, Donald Trump, moi, ce que je crains, c'est qu'il s'en lasse. Il abandonne la question. Il va dire, écoutez, vous voulez pas trouver une solution, moi je me détourne. Et c'est ça le danger finalement. Est-ce qu'il se détourne complètement de cette question ? C'est un risque selon vous également ? Qu'il se détourne de cette question au Proche-Orient, Donald Trump ? C'est l'un de ses dossiers préférés, j'ai envie de dire. Oui, mais là, on est dans une sorte de contradiction. On ne peut pas dire d'un côté, c'est Donald Trump qui décide tout, qu'il peut tordre la main à Benjamin Netanyahu, et c'est lui qui trace tous les chemins. De l'autre côté, dit, mais non, Netanyahu poursuit son propre chemin. On ne peut pas dire les deux choses ensemble. Certes, avec Benjamin Netanyahu, on ne va pas avancer vers la solution des deux États. Ça, c'est clair. Et je crois que je dévoile un secret à personne. Avec sa coalition à extrême droite, il faudra attendre qu'il y aura des élections en Israël, qu'il y aura un changement des gouvernements pour y aller. Et c'est là aussi le point
où le président américain ne peut pas décider pour les Israéliens. Il faudra qu'il y aura des élections en Israël. Il faudra que le peuple israélien, que les voteurs israéliens soient d'accord, vont se projeter dans de telles négociations avec les Palestiniens. Donc, ce n'est pas juste la question est-ce que Trump va se lasser. Il faudra qu'il y aura une volonté israélienne si on parle vraiment du futur loin, pas du futur proche. Et la même chose pour les Palestiniens, parce que là aussi, il faudra qu'il y aura un partenaire, il faudra qu'il y aura un leadership. On sait très bien quelle est la situation de Mahmoud Abbas et sa crédibilité et sa faiblesse plutôt. Donc, ce n'est pas juste la question si le président américain se lâche aussi. Là, il y a un plan qui est en route. Il faudra que les deux côtés, Israël et le Hamas, et le peuple palestinien et l'autorité palestinienne, que tout le monde soit d'accord pour avancer. Mais c'est vrai que sur cette question-là, on pourrait attendre Trump sur la libération de Marwan Barghouti, qui est le seul leader palestinien capable d'unifier justement cette scène aujourd'hui qui est divisée. Il fait consensus parmi les Palestiniens aujourd'hui. Oui, il fait consensus. Et puis il a l'aura de la détention. Et puis moi, je l'ai connu il y a 25 ans. C'était quelqu'un qui était farouchement acquis à l'idée de paix. Il y avait beaucoup d'amis israéliens, etc. Incarcéré depuis 2004, je crois. Depuis 2002. Depuis 2002. Et donc voilà, c'est vrai que on va voir, mais on voit qu'il y a eu des appels, etc. Et voilà, simplement, il est faux, comme ça a été dit, c'est un cessez-le-feu, c'est pas la paix. Il n'y aura pas la paix demain, mais en tout cas, c'était un cessez-le-feu qui aujourd'hui subit quelques entorses, hélas. William Laurent, je vous voyais réagir dans l'écran derrière moi. Oui, je suis d'accord pour Barghouti et je suis en désaccord avec votre invité qui représente le point de vue israélien. Je représente mon avis, je ne représente pas les Israéliens ni M. Netanyahu. D'accord, mais je suis en désaccord sur le fait que c'est possible que Donald Trump contrôle la situation d'une certaine manière et que Netanyahu soit en désaccord avec lui et essaie de défaire ce qu'il fait du plus tôt possible. Même maintenant, à Washington, il est en train d'utiliser le Congrès pour bloquer les nominations de Trump à propos des choses qu'ils ont dit anti-Israël. Et ça, c'est en désaccord avec Trump et pour essayer de montrer à Trump qu'il a un certain poids au Congrès. Donc, les deux choses peuvent être vraies. Que Trump veut pousser la paix en désaccord avec les méthodes de Netanyahou et en même temps, Netanyahou va essayer de défaire le cessez-le-feu au plus tôt possible parce qu'il n'est pas d'accord. Et il faut ajouter une chose. Le 21e point était sur West Bank, l'annexion de West Bank et Cisjordanie et Jérusalem de l'Est. Et Dermer l'a enlevé. Et ça, c'est parce que Knesset a voté comment ils ont voté et J.D. Vance a dit non et Rubio ils ont dit non parce qu'ils ne sont pas d'accord même s'ils n'étaient pas dans le plan. Et ça c'est évident que même si les Israéliens arrivent à pousser les Américains par exemple, enlever sur l'annexion de Cisjordanie, les Américains vont en fin de compte faire ce qu'ils veulent faire. Ils vont dire aux Israéliens ce qu'il faut dire. Merci William Laurence. Oui. Merci beaucoup c'est William Laurence. autoritaire. On va devoir s'arrêter là. Quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de France 24. Vous restez avec nous. L'information continue sur nos antennes, bien sûr.